Bonjour à tous, merci d'être présents pour cette première session du Blend Startup Contest. On ne va pas perdre plus de temps. Juste donc petit rappel du principe, 5 minutes de pitch messieurs, et ensuite 5 minutes de questions avec les investisseurs ici au premier rang. Quand j'ai le pistolet en l'air, c'est qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps. Quand j'ai tiré, c'est que vous avez passé vos 5 minutes. Si vous dépassez, vous irez pas au-delà des 10 minutes et vous aurez moins de temps de questions. Voilà. Je tire en l'air. Voilà. Voilà. Eh ben, merci à tous et bonne chance. Ça commence dès que tu me donnes le micro. Bonjour à tous, je suis Bruno, directeur d'Agora Opinion, une start-up qui a pour mission d'améliorer le quotidien de millions de clients et d'employés à travers le monde. Total, Sodexo, ISS, Unibail-Rodamco et bien d'autres nous font déjà confiance, tout simplement parce que votre bien-être et le bien-être de leurs employés est une priorité pour eux. Bon, ce n'est pas les seules entreprises, bien sûr. Toutes les entreprises s'intéressent à votre satisfaction, tout simplement parce qu'elles savent que ça peut être dangereux pour eux que vous ayez une mauvaise satisfaction. Ça peut avoir un impact sur leur activité et même mettre fin à leur activité. Et donc 95% des entreprises en France déclarent cette année que la satisfaction et l'expérience client est une priorité stratégique. Donc ça, c'est important à garder en tête. Je passe ensuite. Aujourd'hui, les clients ont énormément de bonne volonté. Il y en a qui sont prêts à sacrifier 30 minutes de leur temps pour remplir des questionnaires à rallonge afin d'améliorer la qualité du service que vous leur proposez. Ça me semble une situation absurde en 2016, qu'on les oblige à faire ça. Et les solutions proposées par les entreprises ne sont pas à la hauteur des enjeux. Tout simplement, vous avez des clients mystères qui mesurent la température à un moment donné qui n'est pas la température des autres jours. Vous avez les tablettes. Je ne sais pas si vous remplissez les tablettes, mais à la fin, on vous demande votre adresse email et on sait tous pertinemment qu'on va être traqué, retargeté, et ce n'est pas le but. Vous avez les questions de satisfaction, les emailing, mais ça arrive très tardivement dans le parcours client. Il faut savoir que la réaction à chaud, c'est tout de suite, c'est en plein dans le parcours client, ça s'appelle le moment de vérité. Donc Agora Opinion, qu'est-ce qu'on fait? On conçoit et fabrique en France, en partenariat avec un ESAT, qui travaille avec des personnes en situation de handicap, des bornes de sondage connectées qui s'intègrent parfaitement dans le parcours client. Donc là, vous avez un exemple. Donc tu peux passer la slide suivante. Je vais vous montrer directement le graphique. Donc qu'est-ce que ça fait? Là, je vous dévoile en avant-première ce qui se passe derrière votre vote. Dans toute la France, on peut voir la satisfaction moyenne de tous les clients. Le vote vert, jaune, rouge. Et vous pouvez voir le petit picto rouge que vous voyez, c'est quand vous avez voté beaucoup de fois rouge. Ça déclenche une alerte SMS et email qui est envoyée directement aux équipes terrain sur place qui peuvent intervenir. Une fois qu'ils interviennent, vous voyez le petit picto bleu, eh bien c'est qu'ils ont badgé la borne. Donc là, on voit qu'ils sont intervenus à telle heure et on voit combien de temps après. On voit l'impact, donc les push rouges après ont bien diminué et on voit la satisfaction moyenne, c'est la courbe bleue, elle est passée de 77% à 91%, puis 97%. Donc il y a eu une mesure et il y a eu une réponse. Et c'est dans ce monde-là qu'on veut vivre aujourd'hui, donner la possibilité aux gens de donner leur avis très simplement et aux entreprises d'améliorer leur service, leur productivité et leur compétitivité grâce à nos solutions. Alors, je vais me mettre dans le cadre. Vas-y, mets-toi dans le cadre. Donc le consommateur, aujourd'hui, il est de plus en plus exigeant. Il veut comparer à tout prix tous les services qu'on lui propose. Il veut, et puis il est de plus en plus volatile. Et surtout, en quelques clics, il a le pouvoir de partager son avis avec plusieurs milliers de personnes. Les entreprises, elles sont donc face à un nouveau challenge qui est de conserver leurs clients, conserver leurs collaborateurs également, et puis surtout d'améliorer constamment leurs services. Et pour ça, elles ont besoin d'accéder à une donnée qui va être une donnée exhaustive, fiable, en temps réel et qui va leur permettre de réagir rapidement. Donc chez Agora Opinion, nous vendons et louons des bornes physiques d'opinion. Slide, ok, c'est moi qui l'ai. Donc nous vendons et louons ces bornes physiques et puis également nous avons tout simplement un abonnement qui va vous permettre d'accéder à la donnée en mode SaaS ou directement par email en vous envoyant un rapport chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Nos bornes sont autonomes 2 ans en énergie, elles s'installent très facilement, elles sont sans fil, donc nous maîtrisons l'ensemble des protocoles de communication actuels sans fil. Et puis surtout nous avons placé l'innovation au cœur de notre stratégie. Nous lançons un tout nouveau produit qui sera dédié aux entreprises dès 2017, début 2017. Et puis, nous proposons à nos clients surtout de la personnalisation, car les clients grands comptes que nous adressons cherchent vraiment des bornes qui soient dédiées à leurs usages, qui s'intègrent le mieux à leur environnement.
Alors Agora Opinion, aujourd'hui, c'est une entreprise exclusivement française qui se focus sur le marché français et plus particulièrement sur un segment qui est le segment qu'on appelle celui de la propreté. Donc on vérifie l'exigence de la propreté à un niveau de qualité. Sur ce marché-là, nous réalisons un chiffre d'affaires de 500 000 euros et nous avons récolté plus de 30 millions de votes. Demain, Agora Opinion, c'est une entreprise européenne et c'est la raison pour laquelle nous faisons ce pitch et que nous adressons à vous, car nous avons besoin de votre aide, nous avons besoin de financement pour aller à l'Europe, continuer sur ce segment de marché qui est celui de la propreté, qui est très intéressant également dans d'autres pays européens, et puis se focuser sur d'autres segments de marché, celui des entreprises, donc la satisfaction des collaborateurs, celui des commerces, celui des restaurants et de l'hôtellerie, car bien sûr, il y a énormément d'entreprises qui ont mis la satisfaction client au cœur de leur stratégie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je suis Claude Emmanuel, président d'Agora Opinion, et je serai ravi de répondre à vos questions. Merci. Très bien, merci messieurs. Je vous laisse passer aux questions, les membres du jury. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Quand vous parlez des verticaux de marché, vous avez parlé du coup de la propreté. Donc là, oui, on répond oui, non. Est-ce que sur la roadmap produit, quand vous voulez adresser d'autres verticaux comme l'hôtellerie ou la restauration, si j'ai bien compris, en termes de finesse de l'analyse, est-ce que sur votre roadmap, ça se transcrit en des questions un peu plus précises ou pour faciliter en fait l'analyse de la donnée, une donnée plus riche en fait de la part pour les entreprises? Alors, en fait, pour répondre à votre question, l'idée, c'est qu'on ait des bornes où on puisse facilement changer les questions qui sont posées. Par exemple, si on parle d'un restaurant, on va pouvoir poser la question du temps d'attente, on va pouvoir poser la question de la qualité de la nourriture ou de la qualité du service. Donc, l'idée, c'est de permettre à l'entreprise de changer rapidement la question. Et donc, du coup, on va rentrer en concurrence avec le questionnaire que Bruno vous a montré, où il y a une dizaine de questions. Et nous, la différence, c'est qu'on va poser une question par jour. Et l'idée, c'est d'avoir le maximum de répondants sur la question précisément. Et donc, donner la capacité de l'entreprise à changer cette question. Donc, sur cette bande-là, par exemple, vous pouvez simplement imprimer la question sur un format A4. Et on est en train de préparer également donc, le modèle qui va sortir en janvier, où vous pourrez changer la question à distance directement par Internet. Ok, donc là, c'est plus au niveau du quantitatif. Et du coup, comment vous incentivez les clients à répondre aux questions, enfin, à taper sur la petite machine? Tu veux répondre ou... Alors, en fait, bon, excuse-moi. Ce qui est fort dans ces bornes-là, c'est qu'elles sont très ludiques. Et vous pouvez regarder, là on est sur le salon du Blend, on a mis les bornes. Il n'y a pas une personne qui passe devant chez nous sans appuyer sur les bornes. Et en fait, c'est cette simplicité qui font que les gens répondent. Pour vous donner un chiffre, donc je vous ai dit 30 millions de votes sur à peu près un an. Sur les bornes qu'on met dans les stations-service, il y a à peu près 500 personnes par jour qui répondent sur ces bornes-là. En fait. Voilà. Je vais en profiter. On a des taux de record de participation chez nos clients, c'est impressionnant. Mais en fait, il faut aussi savoir qu'il y a un filtre des votes abusifs. Sachez-le, je sais que c'est la question qui est souvent posée. Si vous mitraillez, si vous êtes des grands enfants, ce n'est pas pris en compte. Il y a un délai, ça peut être, on programme nous, donc il y a un délai de secondes entre deux pushs. Donc même si vous jouez avec, tous, là, je passe un message, arrêtez de jouer avec, parce que de toute façon, ça ne passe pas. Voilà. Merci pour ces réponses. Moi, j'avais deux questions. L'équipe aujourd'hui, combien de personnes? Et la deuxième question sur le business model. Qu'est-ce que vous vendez au-delà finalement de la borne et d'un dashboard? Est-ce qu'il y a du conseil? Est-ce que de l'accompagnement? Est-ce qu'il y a des features qu'on n'a pas vues? Alors, on est une petite équipe, on est 8. Puis après, bien sûr, on travaille avec un ESAT en collaboration, enfin, on a des partenaires. Après, c'est pour ça qu'on pitch aussi, c'est qu'on veut s'agrandir, on veut monter en puissance parce qu'on a des demandes qui arrivent régulièrement de toute l'Europe. Donc, il faut qu'on monte en puissance et qu'on recrute. Donc, ça, c'est un point. Sur la deuxième question du business model, donc on a une partie qui est la vente de la borne physique ou en location. Et après, on a bien sûr un abonnement sur les données. Et après, on fait des développements spécifiques. Il y a certains qui nous ont demandé de travailler la donnée de telle ou telle façon. On rentre presque dans le domaine du big data, c'est-à-dire qu'on peut croiser des données. Et donc là, on fait des développements spécifiques pour nos clients. Bien sûr, la borne est totalement personnalisée selon le client. Donc après, bien sûr, il y a aussi une facturation à ce niveau-là. D'accord, mais sur 500 000 euros de chiffre d'affaires, c'est combien de clients et c'est quoi le panier moyen En fait, c'est un peu spécifique parce qu'on est sur une dizaine de clients, mais qui sont des gros clients. On est surtout avec des grands comptes, comme je vous le disais au début, Sodexo, ISS, etc. Et donc voilà, ils ont des déploiements qui sont d'un coup à grande échelle. Et voilà. Donc là, ce chiffre d'affaires, c'est juste sur ces clients, une dizaine de clients. Et une partie du chiffre qui est sur
Et puis la facturation du déploiement aussi, parce que c'est un coût. Alors même si les bornes sont conçues pour avoir un déploiement hyper simple, mais forcément il y a du temps homme derrière. Et puis, comme disait Bruno, de l'application spécifique. Et puis on vend également du conseil d'analyse de la donnée derrière, sur certains grands comptes. Bonjour à tous les deux et merci de votre présentation. Deux petites questions qui sont liées d'ailleurs. La première, est-ce que vous pouvez vous présenter? Parce qu'en fait, on ne sait pas trop pourquoi est-ce que vous êtes la meilleure équipe pour faire ce projet. Et deuxième question, quelle est votre différenciation et votre barrière à l'entrée? Parce que j'ai l'impression d'avoir déjà vu votre projet 2-3 fois avec des équipes différentes. Donc qu'est-ce qui fait que vous allez prendre le marché et pas les autres? Ouais, pourquoi pas. Okay. Donc Bruno et moi, on est complémentaires. Moi, j'ai toute la maîtrise technique de notre business. Je suis ingénieur de formation. Je fais un petit peu aussi de commercial. Bruno est de formation commerciale de base, donc voilà, c'est lui qui s'occupe de cette partie. En fait, on a la maîtrise vraiment technologique complète sur la partie produits mécaniques, la partie électronique et la partie software. Et on s'est aussi entouré des bonnes personnes pour ça. Donc voilà, si ça peut vous rassurer sur l'équipe. Et puis Bruno et moi, on a monté un autre business avant de monter celui-ci, voilà, qui tourne toujours et qui fonctionne bien. Donc on a un bon duo d'entrepreneurs. Et donc très vite, donc, vous avez vu peut-être des bornes aussi à la SNCF qui sont un peu différentes parce que vous pouvez mettre un cœur, c'est un compteur, mais vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas content. Enfin, ce n'est pas vraiment le système de réaction. Nous, c'est vraiment la mesure et la réaction. Après, on a deux sociétés internationales, une en Finlande et une en Suisse, qui sont des concurrents, donc qui développent déjà des bornes. Ils ont un concept un peu différent. Nous, notre différenciation, c'est très simple, c'est qu'eux sont très standardisés. C'est des bornes toujours les mêmes chez eux. Alors que nous, on veut travailler avec les grands comptes et vraiment personnaliser les bornes au cas par cas. Puis on a vraiment la maîtrise sur toute la chaîne. Souvent, eux produisent dans d'autres pays, alors que nous, tout est maîtrisé en France. Voilà, je pense que c'est nos arguments. Après, on maîtrise tous les protocoles de communication. Je ne sais pas si vous connaissez Sigfox, LoRa, ce sont des protocoles voilà, IoT. Nos concurrents ne le maîtrisent pas. Donc voilà, on a essayé d'être plus technologique. Et le système de badging est un point clé, ce qu'ils ne font pas forcément. Et donc nous, c'est vraiment mesure, réaction. Si vous devez retenir quelque chose, voilà, derrière, il y a vraiment une intervention pour corriger, améliorer, etc. Bah, merci à tous. Merci messieurs. On pourra discuter après le pitch. Tac, super. Je vous laisse remballer ça. On l'appelle maintenant Speak Plus pour la prochaine présentation. Tac, tu peux l'enlever si tu es plus à l'aise. Vous avez la télécommande, ça marche ça? Tac, pareil, quand j'ai le pistolet en l'air, c'est que vous avez dépassé les 5 minutes. Si vous dépassez les 5 minutes, vous aurez moins de temps de questions. Ok. Oui. Non, je l'ai là. Tu l'as pas de place? 1, 2, 3. Bonjour à tous, je vous présente Xavier, CTO et cofondateur de Speak Plus avec Siro qui est dans la salle. Bonjour, je vous présente Bertrand, le nouveau directeur général de Speak Plus. Speak Plus, aujourd'hui c'est simple, un Français sur deux n'est pas à l'aise avec la communication l'oral en anglais. Aujourd'hui, les problèmes principaux de la communication en langue étrangère, c'est l'oralité, c'est l'aisance, donc c'est clairement des problèmes d'oral. Speak Plus a développé une application spécifique pour ces enjeux-là. Alors en fait, Speak Plus, c'est une plateforme, c'est une place de marché qui est spécialisée en langue étrangère, en formation en langue étrangère à distance, via visioconférence, notre propre technologie de visioconférence, avec des coachs natifs. Donc on a 3 avantages concurrentiels. Le premier, c'est qu'en fait, on a une communauté de coachs répartis dans le monde entier, qui ont été sélectionnés, validés et formés à notre ingénierie pédagogique. Le deuxième avantage concurrentiel que l'on a, c'est très clairement une immersion linguistique. On vous propose une immersion linguistique où les coachs vont vous coucouner, vont vous accompagner jusqu'à la réussite. Et le troisième avantage concurrentiel, c'est en fait une batterie d'outils pédagogiques qui vont être utilisés avant, pendant et après les séances pour le bilan. Ça, c'est les 3 avantages concurrentiels de Speak Plus. En fait, Speak Plus, aujourd'hui, est sur un marché à fort potentiel.
fort développement. Vous voyez les chiffres, je vous les laisse les regarder, mais très clairement, il y a des facteurs de succès de type, en Europe, c'est 28 nations, 28 langues, 510 millions d'habitants. Aujourd'hui, il y a une mondialisation de plus en plus importante. C'est le gage du deuxième, c'est ça? Pardon? Je peux poursuivre comme ça si tout le monde m'entend? Oui. Ok. Donc. Merci. J'espère un peu plus. Je reprends? Bon. Ok. Donc, en fait, c'est un marché à fort potentiel. Et effectivement, il y a des facteurs de succès naturel, mondialisation, un relais de croissance avec les pays émergents qui s'internationalisent de plus en plus. Bref, on est vraiment time to market. Et ces facteurs de succès, ils se développent aussi à la fois dans les usages. On a une digitalisation de plus en plus forte. Et également sur le marché et les besoins. Il y a à la fois une demande de plus en plus importante en termes de formation en ligne, et en même temps, et c'est là où Speak Plus a un intérêt, c'est qu'il y a un taux d'abandon, par exemple, sur les MOOC qui est extrêmement important. Aujourd'hui, il n'y a que 5% aux États-Unis des gens qui vont jusqu'au bout du MOOC, parce qu'ils sont seuls, isolés. Nous, on a une approche avec les coachs, entre autres, qui est complètement différente. Donc, en fait, on a deux modèles économiques, deux cibles, les particuliers, le grand public, je reviendrai en détail après si vous le souhaitez, et entreprises et professionnels. Ces deux approches sont complémentaires. C'est-à-dire qu'un client particulier peut être client au niveau de l'entreprise. Ce qui est important, c'est qu'en fait, nos stratégies de distribution et de communication est omnicanale, avec une logique, une stratégie de localisation très forte selon les pays. En France, par exemple, on a une stratégie très orientée formation éligible CPF et certifiante. En sachant qu'aujourd'hui, les langues, si on maîtrise les langues, c'est 13 à 20% de plus en termes de rémunération. Donc travailler les langues, c'est travailler son employabilité. Et si on parle concurrence rapide, en fait, là où Speak Plus amène un plus, c'est qu'en fait, il y a un manque d'hyper-personnalisation, ça c'est le premier point. On est sur des formations longues, et en fait, Speak Plus, notre offre, elle est très orientée hyper-personnalisation par rapport aux objectifs des apprenants. On a mis en place des séances de formation qui durent 30-45 minutes, qui correspondent en fait à notre capacité à tous d'être concentrés. Au-delà, on est beaucoup moins concentrés. Donc tous ces éléments additionnés font qu'effectivement notre offre est clairement compétitive. Je laisse la parole à Xavier. Alors je vais vous prendre un exemple concret de quelqu'un qui veut travailler avec des collègues étrangers. Donc naturellement, il va taper sur son moteur de recherche « Travailler avec des collègues étrangers », il va choisir le premier résultat. La bonne nouvelle, c'est qu'il va choisir Speak Plus. Il va découvrir notre site business en haut à gauche, accéder au catalogue, il va pouvoir voir les autres formations qui sont disponibles, travailler avec des collègues étrangers, pitcher sa start-up, ça peut être utile, présenter un produit, peu importe. Il va réaliser son achat, à la suite de quoi l'équipe Speak Plus va le recontacter pour lui demander de détailler son objectif d'apprentissage, d'en apprendre plus sur lui. Ensuite, on a l'équipe pédagogique de Speak Plus qui prend le relais pour sélectionner les coachs qui sont adaptés à ses besoins, avec le bon accent qui est attendu ou les compétences métiers de la part du coach qui sont nécessaires. À l'issue de ça, l'apprenant va pouvoir prendre le relais, choisir le coach dans cette sous-sélection et réserver ses séances de cours. Pendant ce temps, le coach va préparer un parcours sur mesure, spécialement adapté à cet apprenant. Il arrive le jour J où il va pouvoir se connecter à la plateforme. La bonne nouvelle, c'est que dans ce salon synchrone de conversation, il n'y a pas besoin de technologie. Il y a simplement besoin d'un navigateur Internet, d'un micro, d'une connexion Internet et d'une webcam. Pas d'add-on, rien de truc qui va vous fliquer, tout ça. Ça va bien se passer. Le coach, ce que vous allez découvrir dans cette plateforme, donc c'est bien sûr l'image et le son de votre coach, mais aussi des outils de partage de documents, images, sons, etc. Et le coach va avoir un certain nombre d'outils pour pouvoir prendre des notes pendant la séance. Ces notes vont lui permettre de diffuser un bilan de séance à l'issue, avec des moments où vous allez pouvoir vous réentendre, parce que tout est enregistré. Donc, il y a des extraits, vous allez pouvoir savoir à quel moment vous avez été bon, vous avez été mauvais, et il y aura des commentaires de votre coach pour ça.
Rapidement, l'équipe Speak Plus, c'est Siro et moi en fondateur, Bertrand qui nous a rejoint pour la phase d'accès marché, un board scientifique constitué d'experts en enseignement à distance et en enseignement de langue, et une belle équipe qui est en partie ici présente. Le plan de développement Speak Plus cette année, ça fait 2 mois que nous sommes en phase d'accès marché, on n'a pas encore fait grand-chose, mais on y va. L'année prochaine, c'est le déroulement de la stratégie d'acquisition avec l'ajout de 3 nouvelles langues pour atteindre 6 langues, et puis l'accès à l'internationalisation en 2018 avec d'abord l'Europe, puis les USA. Notre ambition, c'est de devenir l'acteur incontournable de l'apprentissage des langues étrangères. Merci pour votre attention et merci pour le timing. Très bien, messieurs. On ne perd pas plus de temps. Tout de suite, les questions. Bonjour. Du coup, je vous remercie pour la présentation. Quel est votre modèle économique, on va dire, actuel et la répartition entre grand public et entreprise et votre stratégie à ce niveau-là sur les prochaines années qui vont arriver? Alors, si on parle chiffres, ils ne sont pas assez probants aujourd'hui, puisque, comme disait Xavier, notre accès au marché elle date de 2 mois. Donc, ce n'est pas assez probant. En revanche, effectivement, en 2 mois, donc on a passé 2 ans à développer l'application web app. Depuis 2 mois, on est en phase d'accès au marché. En 2 mois, grosso modo, notre pipe, il est passé de quelques milliers d'euros à plus de 500 000 euros. Donc, très clairement, ça, c'est une partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, c'est qu'en fait, il y avait une plateforme plutôt orientée grand public. Il y a eu un gros effort de la partie au niveau de l'équipe pour développer une plateforme entreprise et professionnelle qui a été lancée il y a 3 semaines. Et aujourd'hui, on voit très clairement que la partie entreprise professionnelle est la part la plus importante en termes de appel entrant d'une part et évidemment de panier moyen. Ça, c'est évident. Donc, notre modèle économique, très clairement, il est sur ces 2 cibles, mais avec une priorité à très court terme qui est l'entreprise et les professionnels. Bonjour, merci pour la présentation aussi. Quelle est votre stratégie en fait, de levée de fonds en termes de montant, de timing? Alors, il y a eu déjà une première levée de fonds de type amorçage. Alors, on est JEI, on a eu l'aide de la BPI, enfin tous les feux s'allument au vert. Et effectivement, on est dans une deuxième étape. Donc, il y a eu une phase d'amorçage, donc 160 000 euros plus aide et BPI, etc. Et là, on est dans une deuxième phase de type série A qu'on estime dans 1 an et demi maximum. De quel ordre? On est dans une série A. Bonjour et merci à tous les deux. Quelle est votre stratégie d'acquisition? Est-ce qu'elle est commencée par le SI et ensuite, au fur et à mesure de l'utilisation, aller vers l'acquisition de comptes enterprise ou l'inverse et sur le SI, comment est-ce que vous allez acquérir des utilisateurs? Alors, on est dans une stratégie omnicanal, comme je le précisais tout à l'heure. Donc effectivement, il y a un gros effort au niveau de la gestion de contenu et de la stratégie de contenu pour toucher le grand public. Mais après, on a des relais. Donc on est en train de se faire référencer, par exemple, sur l'ensemble des pôles emploi, parce que ça fait partie aussi des cibles sur le territoire français. On est en direct avec des entreprises. Notre agenda aujourd'hui s'est rempli sur les prochaines semaines en direct pour discuter d'accords cadres avec les grands comptes. On a signé la semaine dernière, c'est Siro qui l'a signé, une PME de la Loire, où l'équipe dirigeante veut se former. Donc on est à la fois en direct, à la fois web, et à la fois via des relais de croissance. Donc je citais Pôle emploi, mais on peut citer, on a d'autres idées dans nos cartables, de type par exemple, ce que l'on vise par rapport à l'entreprise et grand public pour qu'il y ait un effet de levier le plus fort possible, c'est de se dire qui sont les relais de croissance. Je vous donne un exemple concret. Ça peut être par exemple les Mastercard qui, avec le service des cartes, pourraient faire en sorte que leurs adhérents bénéficient de formations en anglais, en sachant que c'est une demande de plus en plus importante. On peut imaginer les assurances qui ont demain une offre pour leurs retraités, pour leurs assurés, une offre complémentaire par rapport à l'ensemble du dispositif assurantiel. Donc là, ce sont des relais de croissance très forts. Mais on est vraiment sur les deux, à la fois grand public et entreprise. L'entreprise, aujourd'hui, nous polarise très fortement. Après, on est référencé, sur des sites de référencement de type ici, formation, etc. Quelle formation qui nous draine des appels entrants, très clairement. C'est la dernière, hein, c'est ça? De l'autre côté de la plateforme, côté coach, qu'est-ce qui rend la plateforme agréable à utiliser ou sur laquelle on revient souvent, on prend du plaisir à enseigner? Je suis sans fil, je suis moderne.
Alors, côté coach, en fait, déjà, ça fait partie des valeurs de l'entreprise. On a voulu que les coachs ne soient pas juste du bétail ou de la force à produire de l'argent. Donc déjà, au niveau de leur accueil et de leur arrivée sur notre plateforme, on leur a mis à disposition un outil de formation pour apprendre à enseigner en ligne, parce que c'est une formation qui est relativement différente. Ensuite, au niveau ergonomie, on a travaillé avec des ergonomes pour concevoir une plateforme agréable dès le début. Avec, il y a pas grand-chose il n'y en a pas de notice. Les choses s'apprennent assez facilement. Au niveau de pour les aider à mieux enseigner sur notre plateforme, on met à disposition une bibliothèque d'activités pédagogiques qui leur permet de piocher des informations en fonction de leurs besoins et des apprenants qu'ils ont, pour pouvoir plus facilement enseigner chez nous. En plus, on a une équipe d'ingénieurs pédagogiques à l'intérieur de Speak Plus qui accompagne ces coachs. C'est une sorte de service client premium, mais pas pour le client final, mais pour le coach, pour justement l'aider à s'améliorer. Et bien sûr, tout ça, ça dessert qui ? Le client final, qui lui sera content d'avoir des cours qui se passent très bien sur notre plateforme. Donc ça, c'est la situation aujourd'hui. On est aussi en train d'aller vers une plateforme d'échange entre les coachs pour qu'ils puissent partager leurs compétences, partager leur plaisir d'enseigner, parce qu'on a la chance d'avoir parmi nos coachs la plupart de gens passionnés, qui ne sont pas là juste pour gagner de l'argent. Voilà, j'espère répondre à la question. Très rapidement, messieurs, vous avez 5 secondes. Exactement 5 secondes. J'accompagne avec deux choses. La première, c'est qu'on a limité le nombre de coachs délibérément aujourd'hui pour justement qu'ils gagnent plus d'argent. Donc, on développe notre business, on a limité le nombre de coachs, par contre, on a une qualification qui est très forte. Premier point. Deuxième point, je prends 5 secondes. Deuxième point, c'est pas innocent qu'on parle de communauté, c'est qu'on se dit que ça va être nos premiers ambassadeurs. Et donc, on avait quelques idées autour de ça pour développer leur propre business à partir de la plateforme de Speak Plus. Donc, ça sera aussi un autre relais de croissance. Merci, messieurs. On va s'arrêter là pour Speak Plus. Merci beaucoup. Merci tout le monde et merci le jury. Tac, tac. On appelle maintenant Outbooster. La petite télécommande. Ça marche, merci. Je suis tout seul du coup ? Oui. Ok, voilà. Je fais comment penser ? Elle est sur l'écran. Il y a besoin du son beaucoup. Bonjour, Étienne Métra, moi je suis le fondateur d'Outbuster et on va... Pardon, j'ai commencé trop vite, j'ai perdu 1 minute déjà. C'est bon. Donc je m'appelle Étienne Métra. Excusez-moi, je n'avais pas vu qu'il y avait une interview en cours. Donc je m'appelle Étienne Métra, je suis le fondateur d'Outbuster. On va parler de cinéma. Alors on va faire vite. Ah ben, j'essaie de gagner du temps justement. Non. Okay. Petite interruption technique. En gros, parce que ta vidéo... Comme on est une plateforme de cinéma, on veut diffuser de la vidéo. Et j'ai l'impression qu'au Blend One Mix... Non, on va la mettre à la fin. Ce qui fait que je n'ai que 4 minutes en fait, parce qu'il y a 1 minute de vidéo. Ok, bah, à la limite tu restes là. Donc Outbuster, l'autre cinéma. Qu'est-ce que c'est? Pardon. Donc cette fois, c'est bon, vraiment le parti, timer. on peut y aller. Donc Outbuster en moins de 140 caractères, de toute façon vous ne les compterez pas, c'est une plateforme de vidéo à la demande dédiée à la première diffusion de films recommandés sur les réseaux sociaux. L'idée, elle part du constat assez simple que les réseaux de diffusion en France sont en mesure d'exploiter à peine 10% de tout ce qui est produit annuellement dans le monde. Ça signifie concrètement qu'il y a 90% des films produits dans le monde qui n'arrivent jamais sur les réseaux de diffusion en France, parce que les réseaux de diffusion sont territorialisés, contrairement, ce qui est paradoxal, aux bouche à oreille générées sur les réseaux sociaux. Donc, le problème de base, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez sur des réseaux sociaux spécialisés ou non, donc Facebook ou Sens Critique ou IMDb, il arrive fréquemment que vous parliez de films que vous n'êtes tout simplement pas en mesure de voir. Donc l'idée, elle est simple, d'Outbuster, c'est de créer une passerelle entre ces films qui n'ont pas de diffusion et ces audiences qui les attendent. Et comment on fait ? On crée un portail de vidéo à la demande, un portail de cinéma à la demande qui est dédié donc à la première diffusion, comme en salle. Donc la salle est aujourd'hui malheureusement le seul lieu où on peut voir de la première diff, et plus maintenant, parce que maintenant il y a Outbuster. Donc sur Outbuster, vous pouvez voir que des films inédits,
en exclusivité, contrairement à l'ensemble du marché de la vidéo allemande aujourd'hui qui s'est basé en tout cas sur l'offre cinéma, sur la non-exclusivité. Vous allez sur n'importe quelle plateforme, Netflix, Canal Play et autres, ils partagent tous les mêmes films. Sur Outbuster, vous serez il n'y a que sur Outbuster que vous verrez les films qu'on propose. Le deuxième pilier, c'est évidemment une expérience 100% digitale. Et le dernier, qui est un des plus importants, si ce n'est le plus important, c'est l'action de la communauté. Aujourd'hui, on est partenaire de Sens Critique, qui est un réseau social dédié aux biens culturels, qui a 3 millions de visiteurs uniques, plus de 600 000 membres. C'est un réseau qui nous permet d'identifier les titres à aller les chercher, et puis surtout d'utiliser leur base comme prescripteurs et ambassadeurs de ces films-là. Donc le site est assez jeune, puisqu'il a été lancé en juin. Je vous encourage à aller voir. C'est un portail de vidéo allemande, tout ce qu'il y a de plus classique. Avec alors effectivement, la police ne passe pas du tout sur ce navigateur. Donc c'est pas grave. Donc il n'y a que de la première diff, c'est un portail web. L'accès aux séances se fait à l'identique de la salle, c'est-à-dire soit en transactionnel si vous êtes un occasionnel, soit via un abonnement mensuel si vous êtes plus assidu. Donc c'est 3 € la séance et 9 € l'abonnement illimité. Le marché, il est constitué essentiellement des cinéphiles. Les cinéphiles, c'est ceux qui vont au moins une fois par mois au cinéma. Ils sont 13 millions en France, c'est les chiffres du CNC, et particulièrement le cœur de cible, ce sont les cinéphiles qui sont passés à l'usage digital. La France, on est un petit peu en retard, puisqu'il n'y a que 39% de la population française qui est passée au digital, ça représente 5,2 millions. Alors il ne faut pas penser que c'est une cible large, ce que je dis toujours, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer la curiosité et l'envie de découverte des gens. Il y a beaucoup de gens, nous, qu'on a rencontrés, qui ont envie de voir autre chose que des culturistes en collant, que Franck Dubosc en maillot de bain, que la logorée de Woody Allen annuelle, etc. Il y a beaucoup d'autres films, il y a des succès à plusieurs millions d'entrées en Corée, en Hongrie, en Scandinavie et autres. Et le seul endroit aujourd'hui où vous pouvez retrouver ces films-là, c'est sur Outbuster. Le business model, comme je vous le disais, c'est des séances en transactionnel à 3 €, un abonnement en illimité à 9 € par mois. Et dans les coûts les plus importants, il y a évidemment les coûts d'acquisition des contenus. Donc on fait les marchés de Berlin, marché de Cannes et autres, pour aller acheter les contenus. On paye un flat, donc un droit d'accès au contenu, un droit de diffusion, pardon. On reverse sur le transactionnel 50% des séances. Et le coût le plus important que vous voyez mentionné sur le slide, c'est le sous-titrage. Plus la langue est rare, plus c'est cher. Pour la petite anecdote, le sous-titrage d'un film, vous le voyez de toute façon sur le slide, coûte plus cher que le film en lui-même. En termes de concurrents, comme on n'a que 5 minutes, on va passer très vite. Il n'y a aucune autre plateforme généraliste, aucune autre plateforme de VOD qui est positionnée sur le même créneau, c'est-à-dire le créneau de la première diffusion, le créneau de l'exclusivité et le créneau de la recommandation uniquement sociale. La seule promesse qu'on fait sur Outbuster, il n'y aura personne, il n'y aura pas de reco expert, pas de talent, pas d'acteur, pas de journaliste qui va venir défendre les films. La seule chose que vous saurez, c'est que d'autres que vous les ont pris en pleine face, ces films-là, et qui vous les recommandent. Comme je dis, c'est effectivement la différence qu'il y a entre Outbuster et le reste des plateformes, c'est la même différence qu'il y a entre une épicerie fine et une grande surface. Quand vous allez en grande surface, c'est pas pour trouver des bijoux ou autre. Sur Outbuster, vous avez une sélection très pointue. Alors j'essaye d'éviter ce terme-là parce que quand je pitch, généralement, tout le monde pense cinéma d'auteur et autres. Alors que sur Outbuster, il y a une rubrique qui est entièrement dédiée à ce cinéma-là, mais les 3 autres rubriques, c'est des films hyper populaires et hyper accessibles. Comme je dis, ils ont émergé sur leur territoire d'origine, c'est des films populaires, ils ont émergé en festival. Il y a plus de 300 festivals en France, dédiés au long métrage, et il y a plus de 70% des films qui sont diffusés en festival en France qui n'arrivent jamais sur le réseau de diffusion. Donc le prix du jury du Kinotayo au festival japonais, le prix du jury du FICA, le prix du jury du festival de films scandinaves en Normandie et autres, vous les verrez jamais. Alors qu'en fait, c'est des très beaux films. Et Outbuster, on va les chercher. Alors l'équipe, donc il y a moi. Moi, j'ai travaillé 10 ans chez TF1. J'ai créé, développé la plateforme de vidéo à la demande du groupe. À l'époque, TF1 Cinéma, TF1 Vision, puis MyTF1 VOD. Je suis parti il y a 2 ans. Accessoirement, je suis membre de la commission vidéo du CNC, ce qui me permet de voir tous les films qui arrivent, tout simplement. Et je suis associé avec Charles, que j'ai rencontré à TF1, qui a développé le back-office et l'interface technique de la plateforme VOD de TF1. Et je suis accompagné aujourd'hui d'Alexia, qui est notre responsable marketing, qui sera là pour répondre à vos questions. On a fait un proto, tout le monde est content. Je vous garantis qu'il n'y a aucun retour négatif sur ce slide. De toute façon, il n'y en a pas eu du tout. Alors, après 4 mois, puisqu'on est lancé en juin, on a 2000 inscrits, 300 abonnés, et on a généré 800 séances à l'acte. C'est les débuts, on est en phase d'amorçage, on recherche des fonds pour exécuter un plan marketing de recrutement un peu massif, dont le mot d'ordre est aller chercher le cinéphile là où il se trouve. Voilà, donc les 2 enjeux principaux à court terme sont l'alimentation de la programmation, l'acquisition client, et dans une seconde phase, le développement à l'international, puisque la frustration que peut ressentir une partie de l'audience cinéphile en France, elle est beaucoup plus présente dans d'autres pays où les œuvres circulent encore moins bien. Et maintenant, je vous diffuse la vidéo.
Étienne, Qui vaut le coup. Qui vaut le coup. Tu vas perdre beaucoup de temps de questions. Parce que là, il te reste plus que 4 minutes 20. C'est pour ta place en finale après. Hein. Je te le dis, moi. C'est... Ok. Allez, 4 minutes de questions. Bonjour. C'est une question de compréhension naïve. Comment il y a de la conversation sociale sur des films qui sont en première diffusion déjà? Les films qui n'ont pas encore eu de diffusion plutôt. Ouais. Comment il y a la recommandation du Alors, coup, il y a différents types de... Les films émergent de façon différente sur les réseaux sociaux. La première source, c'est le succès sur les pays d'origine. Quand un film sort à Tokyo, si un film sort à Tokyo hier, il va faire du bruit ici, parce qu'il y a des gens qui suivent l'actualité du film des cinémas étrangers. Le deuxième facteur, c'est les festivals. Tous les films sont diffusés, il y a beaucoup de films qui arrivent en France uniquement via les festivals, et en festival se trouvent des ambassadeurs, des prescripteurs qui s'accréditent, qui vont voir les films et qui les notent, les chroniques et les critiques sur les réseaux sociaux. Tous ces ambassadeurs-là ont des suiveurs et autres qui commencent à parler des films, à générer une attente. Après, il y a ceux qui voyagent, et puis après, il y a ceux qui piratent. Ok, merci. Moi, j'ai une question au niveau du financement, puisque ça semble quand même un gros besoin d'argent, un gros BFR pour réussir à obtenir tous ces films et tous ces sous-titres. Du coup, votre catalogue, vous visez quoi comme taille de catalogue, avec quels moyens, pour pouvoir justement avoir la largeur de catalogue suffisante pour attirer des gens sur la plateforme? Alors déjà, la promesse de Hotbuster, c'est pas la profondeur du catalogue. On se positionne pas sur moi ce que j'appelle l'overchoice sur les plateformes de VOD existantes, c'est-à-dire qu'on proposera jamais 4000 contenus. Le nombre de contenus en simultané max sur Hotbuster, ce sera une centaine de contenus. Parce que la promesse de Hotbuster, c'est pas la profondeur, c'est le turnover. On fait la même promesse qu'en salle. En salle, il y a des nouveaux films tous les mercredis. Et ça tourne. Sur Hotbuster, c'est pareil, il y a des nouveaux films sur Hotbuster tous les mercredis, et ça tourne. Donc on se positionne sur des droits courts. Les films arrivent et 1 ou 2 mois après, on se positionne sur les droits de 4 mois. Mais 4 mois après, ils s'en vont. Voilà. Moi, j'ai une question sur la vision plutôt macro que vous avez. Le succès de Netflix, c'est de produire ses propres contenus parce qu'ils connaissent et ils comprennent ses utilisateurs. Est-ce que vous avez ça en tête? Et c'est à quel horizon? Et comment vous allez tweaker le modèle, notamment sur la data, pour demain devenir producteur et rentrer dans la danse? Alors, on ne deviendra pas producteur, mais effectivement, dans le cœur du projet de Hotbuster, c'est de... Alors, trop longtemps, cette industrie de la vidéo a cherché à distribuer des films uniquement sur des modèles de prévisibilité des audiences qui ne fonctionnent plus aujourd'hui, alors que le principe de Hotbuster, c'est de dire tout simplement, demandons à l'audience qu'elle veut voir et allons leur proposer, plutôt que leur imposer des choix. C'est pour ça que nous, on se fonde uniquement sur la recommandation sociale et de la prescription. On identifie ce que notre communauté d'ambassadeurs, essentiellement aujourd'hui présente sur Sens Critique, souhaite voir comme film, et on va les chercher. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question. Plus tard, l'idée, c'est de se développer à l'international en trouvant dans chaque pays des partenaires à l'image de celui de Sens Critique, c'est-à-dire qui rassemblent une communauté impliquée et engagée sur les réseaux sociaux pour nous permettre d'identifier les titres à aller chercher. Bonjour, j'ai une petite question sur votre modèle économique. Si on reprend les chiffres sur votre slide, en gros, après, avec un petit calcul, il faut 2 à 3 000 vues à peu près pour commencer à être rentable sur un film. 2 à 3 000 visionnages. Et j'imagine que la répartition, ce sera en gros quelques films qui font beaucoup plus, mais beaucoup qui font beaucoup moins. Donc comment est-ce que vous faites pour que ça tourne? Et surtout, en rebondissant sur la question de Léa, avec un taux de turnover très rapide, comment économiquement ça tourne en fait? Alors, notre modèle économique, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il est basé quand même essentiellement sur le modèle d'abonnement. Parce que notre cœur de cible, il est plus vers l'illimité que vers le transactionnel. Donc il y a un peu plus de 70% de notre modèle qui repose sur l'illimité. Notre break-even, il a 4000 abonnés aujourd'hui. Voilà. Alors, on réfléchit effectivement, alors pour être tout à fait transparent, on ne réfléchit pas en termes d'économie par contenu, mais on est plus sur comment on va rentabiliser les abonnements. Voilà. Bonjour, alors j'avais juste une petite question sur la taille du marché. J'ai un peu l'impression qu'on est sur le marché du geek du cinéma. 4000 effectivement clients récurrents, ça paraît pas énorme, mais pour donner un ordre d'idée sur la France, quelle est votre part de marché que vous pouvez viser en nombre de clients potentiels? J'ai un peu du mal à quantifier en fait ce marché. Alors,
Nous, on l'a quantifié effectivement de manière assez vaste, puisqu'on considère qu'il y a 5,2 millions des cinéphiles qui sont passés au digital, qui sont susceptibles d'être intéressés. C'est volontaire, parce qu'effectivement, l'image qu'on peut avoir, c'est le geek cinéphile, mais il ne faut pas en parler à nos mamans, par exemple, qui consomment beaucoup Outbuster, parce que ce n'est pas que du film de geek cinéphile, justement. Donc la cible est beaucoup plus large. Après, si on veut la réduire, le cœur de cible très spécifique d'Outbuster, c'est la communauté Sens Critique. Donc c'est les 600 000 membres de Sens Critique, qui sont prêts à transformer pour peu qu'on les sollicite bien, quoi. Il n'y a pas d'autres questions. La vidéo. Et pour terminer la première session, on a fait maintenant Copark. Sur votre booster. Petit temps de pause. Attention. Okay. C'est bon? Ouais. Eh ben, c'est parti. Bonjour, Olivier Laurent, CEO et fondateur de Copark. Copark, l'objectif, c'est d'optimiser l'espace et le temps sur des places de parking aux heures creuses, donc de les ouvrir au grand public via une application. Alors concrètement, c'est un logiciel, c'est toute une plateforme pour créer une plateforme privée de gestion de parking allant de l'application qu'il y a dans votre téléphone, vous pouvez télécharger, jusqu'à l'IoT qui permet d'ouvrir en direct l'accès au parking, en passant par un web service et un back-office pour pouvoir gérer son parc de stationnement. Alors, ça répond d'abord, premièrement, à la problématique des clients. Vous voulez trouver une place à l'instant T, maintenant, de disponible, de préférence pas cher, ou au contraire sur un parking un peu premium où on ne va pas réveiller votre voiture, il est un peu spécialisé, mais qui correspond en gros à vos attentes et à l'instant T. Et sans badge, sans clé, juste via une application, le paiement, etc. Vous voulez aussi, pourquoi pas, retrouver vos factures au moment de votre déclaration d'impôt ou de TVA tous les trimestres et pas avoir des tickets de parking un peu partout. Donc, dans le web service et dans l'appli, vous pouvez retrouver tout ça, votre compte. Ça, c'est pour le client final qui veut stationner. Pour le fournisseur de place, on répond à quelle problématique? Un petit peu les mêmes, si ce n'est que d'avoir le client final en direct, connaître son client, pouvoir mettre en place des réservations, ce qui n'existe pas souvent sur les parcs, et pouvoir aussi optimiser ses places, par exemple les bureaux, nuit et week-end. Sur des copropriétés, ça va plutôt être journée, sur des hôtels, ça va plutôt être journée. Et aussi de l'analyse data. Alors la data, vite fait, juste une parenthèse,
La data, pourquoi faire? Déjà, connaître son client, parce que quand vous retirez juste un ticket, vous n'avez aucune connaissance de votre client. Et 2, savoir de quel endroit il part. Au moment où il cherchait une place, exactement, grâce à l'appli, vous pouvez savoir à quel endroit il était. Et ça vous permet déjà de faire du pré-sourcing pour trouver vos futurs parkings, à quel endroit il faut aller chercher du parking de journée ou de nuit, en fonction du temps et de la géolocalisation de là où la recherche a démarré. Voilà, un des détails de l'analyse data. Sur notre marché, donc, nous, on offre une solution en marque blanche. Notre clientèle visée, c'est les opérateurs historiques de parking, commencer par eux, qui connaissent le métier. Les SEM, les sociétés d'économie mixte qu'il y a dans chaque ville, qui peuvent gérer du parking. Les chaînes d'hôtels, supermarchés, foncières, tout ce qui possède en grande partie du bâti, et donc des espaces, des actifs sous-exploités. Sur notre marché, il existe déjà pas mal d'opérateurs. C'est un marché un peu complexe. Vous avez les opérateurs historiques, vous avez des nouvelles startups qui se sont lancées soit dans la recherche de places, soit dans le booking. Vous avez des concurrents tels Zenpark, YesPark. On a tous eu des noms très originaux, tous en même temps, comme vous pouvez le constater. Donc la différenciation sur le nom, par contre, est difficile. L'avantage, c'est qu'il y avait beaucoup de reportages sur un de nos concurrents à la télé. On croyait à chaque fois que c'était nous, donc c'était assez sympa. Ils avaient pris un petit temps d'avance. Entre autres, dans les concurrents, sont vraiment dans le modèle, on va tout gérer de A à Z sous notre nom. Nous, on a plutôt fait le choix de ne pas faire le B2C, de faire que le B2B, d'offrir la solution en marque blanche vraiment à nos clients. Pour eux aussi, dans les avantages, c'est qu'on leur donne un prix fixe par place et que c'est vraiment en rapport avec leur business et le développement de leur communauté. Parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain non plus de créer toute une communauté de places privées. Donc nous, on s'indexe vraiment sur le développement et le prix sur le développement. J'en reparlerai après du coup sur les chiffres. Donc notre stratégie, c'est plutôt de s'être mis sur une niche de marché, de progresser avec notre client en partenariat, d'améliorer déjà notre produit, les fonctionnalités, mais aussi de découvrir et d'apprendre d'eux qui sont là depuis des dizaines d'années, qui connaissent bien le marché, et plutôt de faire des acquisitions de niche progressives sur le marché. Pour en venir aux chiffres concrets, cette année, on a signé, c'est juste cette année qu'on a fait le premier client qui s'appelle LPA, Lyon Parc Auto, avec lequel on travaille, qui est la société d'économie mixte de parking la plus importante de France, 60 millions de chiffre d'affaires, 20 000 places. Et cette année, c'était à peu près 100 000 euros. L'année prochaine, c'est plus de 300 000. Et là, on commence à travailler déjà sur 2018. Et d'où la volonté d'aller chercher, des fonds. Et un objectif à 3 ans, ça serait pourquoi pas d'être numéro 1 en Europe en B2B sur une plateforme. Parce que très très vite, le marché français quand même va être limité. Et pour des questions aussi d'économie d'échelle, on serait plutôt dans la recherche de 750 000 euros pour finir de développer l'équipe. Voilà, je n'ai pas eu le temps de parler de l'équipe, mais ce sera peut-être dans les questions. Merci Olivier. Place aux questions maintenant. Bonjour, merci pour la présentation. Du coup, je vais rebondir sur l'équipe, puisque la présentation n'a pas tout à fait compris combien de personnes dans le projet, quel est votre stade actuel, et quelle c'est la roadmap pour atteindre, on va dire, une levée de fonds en 2016-2017. Parce qu'en 2016, ça a déjà eu lieu ou... Non, là, c'était chiffre d'affaires. Du coup, c'était... non, l'objectif, ça, c'était chiffre d'affaires. On a un peu plus de 100 000 cette année et 300 000 déjà qui sont dans le tube pour l'année prochaine. Non, l'objectif, c'est une levée de fonds au cours de l'année 2017 pour justement développer les équipes. Alors aujourd'hui, au présent, l'équipe, c'est moi-même sur le BizDev et le marketing. Un ingénieur, Quentin, qui est à côté, en développement. Une autre personne, Pierre, qui fait la gestion technique, mais plus et les réseaux sociaux, et plus du côté IoT, du côté hardware, que je n'ai pas trop évoqué, mais qui est aussi un avantage client.
car le hardware coûte très cher dans les parkings classiques avec du Xerox ou du Thales. Voilà, nous on apporte une solution un peu low cost en la matière. Et une autre personne en marketing qui va intégrer marketing comme justement moi pour me soulager de ce travail-là et me consacrer au BizDev. Donc c'est 4 personnes dans un mois, enfin avant la fin de l'année, et le but c'est aussi et des indépendants qui tournent autour de nous. On a un DSI à temps partagé, un DAF à temps partagé, voilà, qui sont des équipes complémentaires qui nous apportent des connaissances. Et voilà. Et la levée de fonds, c'est à la fois pour développer l'équipe tech et l'équipe aussi commerciale. Sur l'IoT, juste le truc que j'ai oublié, c'est qu'en fin de compte, on apporte aussi aux clients une solution IoT. Aujourd'hui, un parking classique, vous allez voir Thales ou Xerox, l'installation de base pour une barrière, un gestionnaire de badge, etc., c'est 15 000 €. Nous, aujourd'hui, on a un boîtier, c'est 1 000 €, on le pose. La techno, elle n'est plus dans le hardware, elle est dans le logiciel, dans le serveur. C'est le serveur qui commande à distance, qui réserve, qui vous donne le droit ou pas de rentrer, qui horodate, etc., etc. Est-ce que vous pourriez justement revenir un peu sur le business model, les paniers moyens, j'imagine qu'ils sont très différents selon qu'on s'adresse à un SEM ou à un opérateur classique. Et du coup, votre marge moyenne sur un contrat, et comment est-ce que vous voyez votre contrat moyen augmenter au fil du temps? Alors, là, on a plutôt fait un modèle où on voulait s'adapter au client, parce que le client qui aujourd'hui a des parkings classiques et qui en général plutôt a fait du BTP, l'objectif demain c'est d'arrêter cette partie de BTP, de garder son métier qui est d'opérateur. Et le problème c'est que ça va se faire d'un coup, d'un seul, de changer les habitudes, d'optimiser des parkings de gens à proximité privée. Et du coup on leur fait une tarification à la place. Donc au départ c'est pas ultra rentable, d'où aussi une volonté de lever les fonds, parce que si je viens vous voir que vous avez 2 parkings 200 places, 400 places, ça ne va pas me rapporter énormément. L'avantage, c'est une fois que j'ai signé une seule fois le contrat, après, avec votre satisfaction, à mesure que vous allez rentrer des nouveaux parkings, nous, notre chiffre d'affaires va continuer à augmenter en suivant votre business à vous. Et nous, c'est après des ventes supplémentaires sans forcément relancer constamment. Donc c'est une montée en puissance aussi avec nos clients. La marge, en fin de compte, c'est surtout un coût fixe principal au départ avec tout le développement qu'on a dû faire. On est en train de finir une V2. Voilà, donc c'est plus une question de volume que de marge pure, parce que c'est que du service, c'est que de l'intelligence qu'on vend, hors hardware. Mais voilà, donc on va dire que si on restait sur les chiffres comme on est pour l'année prochaine, on serait rentable, sans faire grossir l'équipe, mais sans se développer non plus très rapidement. Donc c'est plus une volonté de passer un cap. Merci. Merci. Donc merci aux startups qui ont pitché, merci au jury, donc de droite à gauche, Kamel Zerwal pour 50 Partners, Léa Verdillon de Serena Capital, Mathieu Dex pour Daphne, Bartosz Jakubowski pour Xange, j'ai toujours un doute, et Rémi Berthier pour Ronald Création, et on remercie également Benoît, on s'arrêtera à Benoît pour BDO. Voilà, donc maintenant on change le jury, on change les startups, 5-10 minutes de battement et on... Alors, il y a une incentive, il faut que les jurys viennent vous voir. Et je vais récupérer les grilles d'évaluation de chacun. Merci à tous.